Rebondissement dans le procès de la Josacine empoisonnée. Un avocat fait état d'un document qui pourrait disculper Jean-Marc Duperroy. Première judiciaire, le laboratoire Pasteur-Mérieux condamné à payer une provision à une jeune femme paralysée après avoir été vaccinée contre l'hépatite B. La campagne électorale, 14 quotidiens régionaux vont publier demain matin une tribune libre signée Jacques Chirac précisant les enjeux de ce scrutin. Invité de la rédaction de France 2, François Léotard, président de l'UDF. Bonsoir. Bonsoir. Ouverture demain soir du 50e Festival de Cannes. En fin de journal, les confidences d'Isabelle Adjani, présidente du jury. Madame, monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, rebondissement au procès de la Josacine empoisonnée à Rouen. L'un des avocats a fait état d'un document qui tendrait à prouver que le cyanure n'a pas été forcément versé dans la Josacine le jour du crime, ce qui pourrait disculper l'accusé Jean-Marc Duperroy. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Vincent Maillard. Bon, monsieur Duperroy, comment ça se passe, cette première journée? Écoutez aujourd'hui. Jean-Marc Duperroy lui-même attirait ce matin notre attention sur un éventuel rebondissement. Un élément troublant sorti tout droit du dossier par maître Limman, l'avocat de l'accusé. Un procès verbal d'audition du médecin traitant de la mère d'Émilie. Le surlendemain de la mort de la fillette, Corinne Tanet a fait des confidences aux praticiens. Lorsqu'elle a préparé la solution de Josacine, elle dit avoir constaté une drôle d'odeur et une petite réaction d'effervescence. Un élément qui, pour la défense, anéantit totalement l'accusation. Le poison existait déjà au départ du domicile de monsieur et madame Tanet. Ce qui est innocent, monsieur Duperroy, à vos yeux. C'est pas à mes yeux, j'espère aux vôtres aussi. Dans le box, Jean-Marc Duperroy ne cache pas son émotion. L'instant est crucial pour lui. Dehors, son père ne peut pas cacher sa joie. C'est net. C'est net. La bombe a éclaté. Vous en espérez d'autres? Oh, bah, cela suffit. Tension, nervosité sont perceptibles sur le visage du père d'Émilie. Son avocat tente de minimiser On a l'incident. toujours considéré que c'était l'expression confuse d'une personne qui se trouvait dans une situation psychologique très, très difficile. C'était quand même le lendemain de la mort dramatique de sa petite fille. Plutôt agacé, le capitaine Martinez, qui a dirigé l'enquête des 35 gendarmes. Pour lui, le cyanure a été versé le jour du crime et non avant. Et pour le capitaine Martinez, la culpabilité de Duperroy est l'hypothèse la plus plausible. Nous trouvons en direct de Rouen Dominique Verdeillan. Ce rebondissement remet-il en cause la suite de ce procès marathon? Prudence, Bruno. Vous savez, un procès, c'est comme un balancier. Nous entendrons d'autres témoins, d'autres versions. Mais l'audience d'aujourd'hui nous démontre deux choses. D'abord, des invraisemblances dans ce procès. Car ce médecin traitant n'a jamais été réentendu tout au long de l'instruction. Et il n'est pas cité comme témoin ici à Rouen, alors qu'on est en train d'entendre plus de 85 personnes. Ensuite, des interrogations, des incertitudes, des zones d'ombre. Ainsi, est-il impossible ce soir de répondre à une question qui est pourtant essentielle? Où et quand le cyanure a été versé dans la Josacine? Merci Dominique Verdeillan. À Nice, les jurés de la cour d'assises des Alpes-Maritimes ont condamné à 19 ans de prison Jean-Michel Arbolade, un père de famille de 49 ans, ancien membre de la secte des Enfants de Dieu, accusé d'avoir violé 3 de ses filles durant plusieurs années. Pierre Suard a échappé à la prison ferme requise par le procureur de la République. Le tribunal d'Évry a en effet condamné aujourd'hui l'ancien PDG du groupe Alcatel-Alstom à 3 ans de prison avec sursis et 2 millions de francs d'amende. Déclaré coupable d'abus de biens sociaux, Pierre Suard devra en outre rembourser à son ancien groupe une somme de près de 5 millions de francs. L'ancien PDG a fait appel. Reportage de Thierry Curté, Jean-Louis Bousser. Pierre Suard, médusé, son avocat s'envoie. 3 ans de prison avec sursis, 2 millions de francs d'amende, près de 5 millions à rembourser à son ancienne firme. Le jugement est clair, il n'a pas été entendu, on ne l'a pas cru, il n'a pu laver son honneur. L'ancien patron du 2e groupe industriel français est sous le choc, il ne desserrera pas les dents une seule seconde. Nous allons interjeter appel de cette décision dans les plus brefs délais. Vous la trouvez donc très sévère? Nous la trouvons injuste. La justice condamne Pierre Suard parce qu'il a fait supporter à son entreprise les travaux de sécurité et d'aménagement de ses résidents. La note s'élève à 5 millions de francs. La CGT Alcatel, partie civile dans ce procès, tient là une revanche. C'est un jugement mitigé. À la fois, il y a une peine de principe, à savoir que sa culpabilité est reconnue, mais d'un autre côté,
Ça ne me satisfait pas dans la mesure où je pense à tous mes collègues qui sont aujourd'hui au chômage et qui, eux, ont malheureusement fait les frais de la rigueur de gestion de ces messieurs. Pierre Guichet, ancien collaborateur de Pierre Suard, est relaxé sur une bonne partie du dossier. Cet ancien PDG de la filiale Alcatel CIT n'est condamné, lui, qu'à une amende. C'est un jugement qui fait grand bruit dans les milieux médicaux. Le tribunal de Nanterre a condamné le laboratoire Pasteur Mérieux à payer une provision à une jeune femme paralysée après avoir été vaccinée contre l'hépatite B. Un jugement qui relance la polémique autour de ce vaccin de l'hépatite B et d'un lien éventuel avec une grave affection neurologique, la sclérose en plaques. Reportage Vincent de Guyenne, Christian Autain. Arlette Leroy ne peut plus désormais lire qu'à l'aide d'une loupe. Vaccinée contre l'hépatite B en décembre 1995, 2 mois plus tard, elle perd peu à peu la vue. Son œil gauche est aujourd'hui aveugle. La sclérose en plaques a envahi sa vie. J'ai eu des atteintes à l'œil droit, des atteintes à l'oreille, des troubles de l'équilibre, des atteintes aussi au bras et à la jambe, d'engourdissement. Au bout d'1 an de soins et de différentes atteintes, le diagnostic de la sclérose en plaques a pu être fait définitivement par l'hôpital. Depuis des mois, elle se bat, et pas seulement contre la maladie. Persuadée qu'il existe bien un lien entre la vaccination et sa sclérose. Arlette n'est pas un cas isolé en France. Un comité de malades s'est créé. Des dizaines de témoignages y arrivent chaque semaine. Au bout de 3 mois d'enquête, on a repéré environ une centaine de patients qui ont présenté des symptômes à la suite du vaccin. Des symptômes qui sont très variés, allant de problèmes neurologiques à des problèmes circulatoires. Comme tous les médicaments, les vaccins sont soumis à des règles très strictes. En matière de santé publique, l'Agence du médicament participe à l'étude et à l'évaluation des risques. Ces spécialistes se veulent aujourd'hui rassurants et parlent de coïncidence. En l'état actuel des connaissances, il n'y a aucun argument clinique, expérimental, épidémiologique qui puisse permettre de dire et d'affirmer qu'il y a un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'une poussée de sclérose en plaques. Moi, j'estime que ce n'est pas aux malades de prouver un lien de causalité, c'est à la recherche de le prouver. Je sais qu'il est difficile à établir aujourd'hui, mais je sais que le contraire n'a pas été prouvé non plus. Moi, je suis la malade, je peux prouver que j'ai bien été vaccinée 2 mois avant, je peux prouver que j'ai perdu la vue et que maintenant j'ai la sclérose en plaques. C'est à eux de me prouver pourquoi. Arlette ne remet pas en cause la vaccination car elle juge important de lutter contre l'hépatite B. Elle veut simplement comprendre. En Charente, une mini-tornade et un violent orage ont fait 2 blessés et provoqué de très nombreux dégâts matériels, notamment à Jarnac. Jacques Cardoz. Lorsque la météo bouscule le destin paisible d'un village, voilà ce que ça donne. Une 50aine d'habitations ou d'entreprises ont connu le même sort. On s'est mis à pleurer avec mon mari comme 2 gamins. Tellement on a eu peur. Après, bon, on a réagi, on n'avait rien nous-mêmes, donc la maison, ma foi. Et la toiture est partie, on n'a plus d'arbres, la terrasse est partie, enfin bon. Et on a vu les tuiles s'envoler, des plaques partir, des arbres passer par-dessus les toitures, ça a été quelque chose d'épouvantable. Une personne blessée et le bilan aurait été plus important si le supermarché de la commune avait ouvert ses portes. Si nous avions eu des coups ou du personnel à ce moment-là, en l'espace de 5 minutes, donc le toit s'est envolé, ça s'est effondré, ça aurait pu accidenter des gens et peut-être même tuer des clients. Depuis les premières conséquences de la tornade, pompiers, agents EDF ou France Télécom ont tenté de sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais il faudra plusieurs jours, voire plusieurs mois, pour remettre en état le village. Météo France prévoit de nouvelles vagues de pluie ou d'averses orageuses demain mercredi. La pluviométrie demeure pour l'instant insuffisante pour restaurer le niveau des nappes phréatiques, mais elles sont de nature à ralentir l'impact de la sécheresse. Exemple avec ce reportage de Jean-Yves Perrin et Olivier Robert dans la Beauce où les céréaliers ont retrouvé un début de sourire. Les pieds dans la boue, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Certes, les plaies de la sécheresse de mars-avril ne sont pas tout à fait pensées. Le jeune blé porte aussi quelques stigmates, feuilles jaunies et tiges trop courtes. Mais Rémi, comme bien des paysans beaucerons, retrouve aujourd'hui un brin d'optimisme. On est un peu soulagé qu'on a réussi à avoir sur 10 jours la 35 mm. C'est de la pluie qui est évidemment efficace pour nos céréales non irriguées. Ça va permettre aussi de faire lever les cultures. Et pour les cultures irriguées, ça va nous permettre d'arrêter l'irrigation
et de pouvoir faire des économies. Alors depuis hier, les arroseurs se sont tus, pour une dizaine de jours au moins, peut-être plus s'il pleut encore au mois de mai. Un mois souvent humide qui peut faire ou défaire une bonne récolte. Les pluies qui viennent de tomber sont intéressantes pour les cultures de céréales puisqu'on est encore à un stade où un rattrapage est possible. Alors les cultures non irriguées, bien sûr, le nombre d'épis sera moindre, donc le rendement risque d'être affecté, mais bien sûr, c'est quand même, comme d'habitude, les pluies de mai qui font le rendement. Rassuré provisoirement côté météo, Rémi peut commencer la surveillance de ses blés. Avec la pluie tant espérée, reviennent les maladies comme l'oïdium ou la fusariose. Mais ça, il sait comment les traiter. La Cour de cassation vient de donner raison à un automobiliste qui refusait de payer les pénalités fixées par l'administration fiscale pour non-paiement de vignettes. Les sages de la Cour de cassation estiment qu'en raison de conventions européennes, il faut qu'un juge se prononce sur le principe et sur le montant de l'amende. Enquête Anne Mourgue, Philippe Veisserias. En 1993, lorsque Jean-Jacques Ferreira achète sa nouvelle voiture, il refuse de payer les 11 000 francs de vignettes que lui réclame l'administration. Verbalisé, il doit alors régler une amende qui équivaut à 2 fois le prix de cette vignette. Obstiné, ce médecin du Pas-de-Calais porte alors l'affaire devant les tribunaux. Sa plainte ira jusqu'à la Cour de cassation, qui lui donne finalement raison après 4 ans de procédure. L'amende est annulée. Bon, je ne pensais pas que mon procès, le passage de mon procès en cassation ferait tant de bruit en fait. Pour prendre son arrêté, la Cour de cassation s'est basée sur la Convention européenne des droits de l'homme et notamment sur son article 6. Il stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Pour la Cour, le plaignant aurait donc dû avoir accès à un juge qui puisse se prononcer sur le montant de l'amende au lieu de se voir infliger une pénalité fiscale arbitraire. Une décision qui pourrait bien faire jurisprudence pour d'autres taxes et impôts. On peut quand même supposer que les juges administratifs se laisseront influencer par le principe adopté par la Cour de cassation et que l'on pourra avoir aussi pour ces grands impôts une modération des sanctions fiscales. Ces grands impôts sont placés sous le contrôle du Conseil d'État. Il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Si le Conseil d'État suit la jurisprudence établie par la Cour de cassation, l'administration court le risque de se voir contester toutes ces amendes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, le ministère de l'économie et des finances s'est empressé de faire savoir que l'arrêté de la Cour de cassation n'est applicable qu'à la vignette auto. À Belfort, l'entreprise Gigastorage, qui emploie 220 salariés, a déposé son bilan. Le tribunal de Belfort devrait choisir demain entre le redressement judiciaire et le processus de liquidation judiciaire. À Alger, 4 adolescents de 12 à 18 ans ont été tués ce matin et 6 autres gravement blessés à la suite de l'explosion d'une bombe cachée sous une voiture devant l'entrée d'un lycée de Bab el-Oued. Véronique Tavou. La bombe était placée à quelques mètres de l'entrée du lycée, un lycée fréquenté uniquement par des filles. Une bombe artisanale dissimulée sous une voiture en stationnement dans ce quartier très populaire de Bab el-Oued, au cœur d'Alger. L'explosion a eu lieu juste 3 minutes avant la sortie des cours, un carnage évité d'extrême justesse. 3 lycéennes, un petit garçon de 12 ans qui attendait sur le trottoir, ont été tués sur le coup. Panique, affolement dans le lycée, la même colère exprimée, la même colère unanime. En pleine période d'examen, des innocentes victimes. Je pense que c'est un crime. C'est un crime impardonnable. C'est infernal. Ça n'a jamais existé. Quelle que soit la civilisation, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ils sont commentaires. On touche des innocents, elles viennent juste de prendre leur pain. C'est à midi 5. Ce nouvel attentat intervient à 4 semaines des élections législatives en Algérie, alors que le pays est de nouveau plongé dans un cycle de violence. En un mois, 400 personnes, des civils, ont été tuées dans des attentats ou des massacres attribués aux groupes armés islamistes. De leur côté, les autorités continuent à parler de terrorisme résiduel. Ce midi, quelques minutes à peine après l'explosion, les abords du lycée ont été nettoyés pour effacer toute trace de violence, pour essayer d'oublier ce nouvel attentat. La guerre au Zaïre, le commissaire européen chargé de l'action humanitaire Emma Bonino accuse le chef des rebelles, Laurent Désiré Kabila, d'avoir transformé l'est de ce pays en un véritable abattoir. Sur le terrain, la radio rebelle invite les troupes régulières stationnées à Kinshasa à se rendre aux insurgés.
Patricia Coste. À Kinshasa, c'est pour l'instant l'offensive des rumeurs, diffusée par la radio des rebelles. Ils seraient déjà à l'aéroport, ce qui a été démenti par des témoins oculaires. Les rebelles demandent aux troupes gouvernementales de se rendre et à la population d'afficher un tissu blanc en signe d'allégeance. Des tracts sont distribués par des hommes de Kabila infiltrés dans la population. Tous essayent d'éviter la bataille de Kinshasa. À Paris, le médiateur de l'ONU est venu rencontrer des responsables français. Essayer malgré tout de rechercher une solution pacifique, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une tragédie au niveau de Kinshasa. C'est ce qu'on essaye d'éviter à tout prix. Le rapatriement des réfugiés du camp de Biaro a repris, cette fois avec ordre et sous contrôle de la Croix-Rouge. La tragédie de dimanche, où 91 personnes sont mortes piétinées dans les wagons, ne doit pas se reproduire. Un début d'organisation commence enfin à devenir effectif, et les blessés à être soignés. Mais combien sont morts, massacrés ou faute de soins? Le Conseil de sécurité doit discuter aujourd'hui de ce drame. L'un des commissaires de l'ONU, Emma Bonino, accuse. Cette région risque de devenir un abattoir, pratiquement. Et que ça ne se passe pas par hasard. Hein. Et donc il y a bien des responsables, il faut les chercher, il faut les trouver. La commission d'enquête des droits de l'homme doit avoir accès, ce qui pour le moment est encore nié. À l'heure des bilans, on va peut-être enfin s'occuper des rescapés de la forêt zaïroise, abandonnés depuis 6 mois. Yasser Arafat et Yasser Weizmann se sont rencontrés aujourd'hui à Eretz pour tenter de débloquer un processus de paix ensablé, pour reprendre l'expression même du président israélien. C'est la première fois depuis maintenant 7 mois que ces deux responsables se rencontrent. Chacun a mis en avant sa ferme volonté de déboucher sur des résultats concrets. Yasser Arafat a annoncé tout à l'heure sa décision de reprendre avec Israël la coopération dans le domaine de la sécurité. La guerre du tabac aux États-Unis, avec un point marqué aujourd'hui par les fabricants de cigarettes. Un jury de Floride a en effet conclu à la non-responsabilité du groupe Reynolds dans le décès d'une femme qui avait fumé durant 30 ans. Verdict immédiatement salué à Wall Street, la bourse de New York, par une hausse des actions des fabricants de cigarettes. Philippe Gassot. À l'énoncé du verdict, Wall Street, la bourse de New York, voit les actions des groupes de l'industrie du tabac s'enflammer. La compagnie incriminée, A.J. Reynolds, clôture à la hausse avec $3 de mieux. On est loin de la sérénité de la Cour de Floride, c'est pourtant de là que tout est parti. La famille Connor poursuit Reynolds, qu'elle considère responsable du décès par cancer du poumon de Jen. Cette femme est morte à 49 ans après avoir fumé 3 paquets de Salem par jour pendant 30 ans. Le matin, mes pieds ne touchaient jamais le sol avant d'avoir allumé une cigarette. Je me réveillais, je m'asseyais, j'attrapais mon paquet de cigarettes, j'en prenais une et je l'allumais. Elle disparaît le 1er octobre 1995. Ce document d'amateur devait emporter la décision du jury. Cependant, après un délibéré de 8 heures, les 5 femmes et un homme ont considéré à l'unanimité que la cigarette ne présente pas de risque inacceptable. Les compagnies de tabac respirent. Pour le patron de Reynolds, plus que satisfait, fumer est une question de choix personnel. Les associations anti-tabac ennemies du cow-boy ont bien compris la leçon. Devant un tribunal, on ne peut défendre qu'une personne qui a démontré qu'elle voulait vraiment arrêter de fumer. Retour en France avec la campagne électorale et une initiative attendue de Jacques Chirac qui va faire paraître demain matin une tribune libre dans 14 quotidiens régionaux, dont la Nouvelle République du Centre-Ouest. Reportage à Tours, Stéphane Magnier, Jean-Marc Sursin. 16h20, à la rédaction de la Nouvelle République à Tours, le texte attendu avec impatience tombe sur un simple fax. Oui, c'est ça. Bon, 3 feuillets. Combien? Oui, ça fait 200 lignes. 200 lignes, 200 lignes. Bon, ça fait une demi-page chez nous. Une demi-page, bon, on va y aller. Ok. On y va. Un élan partagé, c'est le titre de l'intervention de Jacques Chirac. Un titre qui ne peut pas être modifié selon l'accord conclu avec l'Élysée. Mais l'étude du texte, c'est autre chose. Première analyse à chaud, en comité restreint, autour du rédacteur en chef. On défend les intérêts. Oui, non, mais c'est le mot qui ressortira. J'ai besoin de la force politique nécessaire. C'est-à-dire, donnez-moi une majorité. Bon, ce qu'il y a de plus nouveau, c'est son implication personnelle contre le projet Jospin. Pour moi, il est clair que ce texte-là annonce une autre intervention de Chirac en fin de campagne, plus personnelle à la télévision ou autre, au meeting, parce que c'est pas avec ça qu'il va provoquer un élan ou l'élan partagé. Il lui manque encore quelque chose de plus dynamique.
Reste à préparer la une, les photos et l'éditorial. Dans quelques heures, le texte complet sera dans les kiosques de province et dans les salles de rédaction parisiennes. Ok, bon mais c'est bien. Arlette Chabot, bonsoir. Une triple question. Pourquoi ce choix de la presse régionale? Pourquoi maintenant et dans quel esprit? Alors le moment c'est simple, c'est demain le 2e anniversaire de l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République et nous sommes à mi-course dans la campagne avant le premier tour des élections législatives. Alors il y a un an, le président avait publié une tribune dans le journal Le Monde. Cette fois, il préfère la proximité des grands quotidiens régionaux. Titre de la tribune donc, un élan partagé. Et si l'on ne connaît pas, nous en tout cas, parce que nous ne l'avons pas reçu, le contenu du texte, eh bien effectivement, on en connaît l'esprit. Ce texte est le prolongement de l'intervention du 21 avril, annonçant la dissolution de l'Assemblée. Le président veut encore une fois expliquer les raisons de cette décision, nécessité d'avoir du temps et une majorité forte pour conduire les changements en profondeur, préparer la France aux grands enjeux, l'Europe, mais plus largement la place de la France dans le monde de l'an 2000. Le chef de l'État devrait rappeler qu'une période s'achève, celle de la rigueur, de la remise en ordre des finances publiques. Une autre donc doit s'ouvrir, celle du nouvel élan, et c'est le thème évidemment de la campagne de la majorité. Un nouvel élan que le président redéfinit autour de ses valeurs, initiative, liberté, solidarité, doublé d'une invitation extrêmement forte au mouvement. Dans ce texte, le président utilise la première personne, le je, j'ai besoin, je désire. Il devrait aussi critiquer, vous l'avez entendu dans la bouche de François Gerbaud tout à l'heure, la gestion socialiste passée et dénoncer indirectement le programme du Parti socialiste d'aujourd'hui. Mais en adoptant un ton qui reste celui du président, il s'agit donc d'une façon pour Jacques Chirac d'être présent dans la campagne des législatives. C'est une première intervention, mais sûrement pas le dernier engagement. Le président interviendra probablement plus nettement encore avant le premier tour. Merci Arlette Chabot. Dans un instant, nous reviendrons avec François Léotard, le président du DF, sur la campagne au sein de la majorité. Dans l'attente de cette intervention présidentielle dans la presse régionale, Alain Juppé et Lionel Jospin ont tous deux mené campagne dans l'ouest du pays aujourd'hui, mais sans se croiser. À Saint-Brieuc et sous la pluie, Alain Juppé a expliqué que les deux maîtres mots de l'action que veut conduire le gouvernement et la majorité sont initiative et partage. Lionel Jospin, lui, est allé défier à la Madeleine le champion Attili de l'ultralibéralisme dans son fief de Redon. Reportage Guylaine Chenu, Patrick Deschmaker. Ça vous plaît, Redon? Vous trouvez ça beau? C'est extrêmement joli, oui. Magnifique. Oui, rien de tel pour désigner un adversaire que de venir sur ses terres. C'est à Redon, ville d'Alain Madeleine, que Lionel Jospin est venu dire tout le mal qu'il pense du libéralisme. Le patron nous a préparé un petit bof. Pas de rencontre, l'un reste discret. Je sais leur préoccupation. Quand l'autre fait campagne. Lui, alors c'est vraiment le champion de l'ultralibéralisme, quoi, hein, de la dérégulation, de la remise en cause des droits, dans tous les domaines. Et ça ne peut pas être l'avenir de la jeunesse. Dans cette Bretagne qu'il sillonne depuis 2 jours, Lionel Jospin poursuit un autre adversaire, Alain Juppé. Nouveau chassé-croisé, l'un est à Rennes, quand l'autre arrive à Nantes. Depuis la dissolution, les deux chefs de campagne se répondent par meeting interposé et se jugent. Ils avaient cru surprendre le peuple français, désarçonner l'opposition, plier l'élection avant qu'elle n'ait commencé, comme on dit en langage sportif. Eh bien, rien n'est plié. Au contraire, ce pli du terrain auquel ils n'avaient pas pensé, et qui s'appelle tout simplement le peuple français, peut très bien les faire trébucher. Mais avoir des adversaires n'est pas tout, encore faut-il convaincre. Eh bien, moi je vous les donne déjà, pour qu'on puisse, on a commencé à en parler. Le cahier vert des socialistes est là pour ça, un programme qui souffre d'un manque d'explications et parfois aussi de détails. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour mesdames. Ah non, pas de privatisation. Avec nous, pas de privatisation. Hein, le processus n'a pas été au terme et il n'ira pas au terme. En campagne peuvent aussi surgir des adversaires surprises. Lionel Jospin attendra demain pour répondre à Jacques Chirac, car cette fois, il s'agit du président de la République. Ce soir, premier sondage BVA pour France 2, Europe 1 et Paris Match dans un certain nombre de circonscriptions test. Ce soir, la 10e circonscription de Paris. Le député sortant, Jacques Toubon, serait à égalité au second tour avec son adversaire socialiste 50-50. En mars 93, l'actuel garde des Sceaux avait été élu au second tour avec 56,3% des suffrages. Cette année, 22 candidats sont en lice dans cette circonscription du 13e arrondissement de Paris. Reportage Jeff Wittenberg, France Vaillant.
Plus un jour, plus une minute à perdre, Jacques Toubon l'a compris, son siège de député vacille. Oui, de séparer les 4 enfants. Bon, alors les enfants. Même le fief du 13e arrondissement n'est plus très sûr. Alors, Jacques Toubon consacre aujourd'hui le plus clair de son temps à la campagne. Voisinage, hauteur de mur, heure de passage pour les poubelles, le garde des Sceaux n'entend plus parler que de cela. Quand est-ce qu'ils vont être mis en service? Les cages d'escalier sont devenues son ordinaire. Il y a encore des escaliers, oui. La démarche est tranquille, lui, c'est Serge Blisco, candidat du Parti Socialiste. L'homme qui inquiète Jacques Toubon est un parfait inconnu au plan national, un médecin de quartier engagé en politique. C'est parce que le chômage frappe, parce qu'elle angoisse, parce qu'il y a à certains moments la peur de perdre son travail ou parce qu'on l'a déjà perdu que l'on vient voir le médecin. Et à partir de la maladie, eh bien, on évoque bien d'autres questions, bien d'autres sujets et c'est toujours quelque chose qui ne va pas dans la société. Et c'est ça que je voudrais changer. Ici, pas moins de 22 prétendants se disputent un siège. L'écologie à elle seule est représentée par 4 candidats. Éparpillement, résultat incertain, la gauche considère ouverte la succession Toubon et au-delà, la succession du RPR à Paris. C'est un système qui a complètement failli, tant du point de vue politique que du point de vue moral. Attaque personnelle, imputation mensongère. C'est pas à la hauteur du débat, bien entendu. Cette hauteur, pour lui, elle se situe plutôt dans les propos de Jacques Chirac. Comme tous les députés menacés, il en attend beaucoup. Nul mieux que lui ne peut dire ce qu'est l'enjeu de cette élection, qui est un enjeu non pas électoral et politicien, qui est un véritable enjeu national. Scrutin ouvert, ministre en danger, le résultat de la 10e circonscription de Paris sera l'un des plus attendus au soir du premier tour. Autre sondage réalisé par la Sofres pour un groupe de journaux de province, 64% des Français jugent négativement le bilan des 2 premières années de Jacques Chirac à l'Élysée. François Léotard, bonsoir. Nous allons vous interroger en compagnie d'Arlette Chabot. On vient de le voir avec ce sondage. Le président intervient demain dans la presse régionale dans un contexte plutôt difficile. Qu'est-ce que vous attendez très précisément de ce message présidentiel? Je crois d'abord qu'il est légitime qu'il le fasse, comme l'ont fait tous ses prédécesseurs. Je crois que le mois de mai 1997 va être une date charnière dans le déroulement de son septennat. Et donc je souhaite, mais je n'ai pas le texte, je souhaite que ce soit un message de confiance d'abord dans les Français, dans la capacité de notre pays à affronter les lendemains qui arrivent devant nous, et un message de courage et de vérité. Je crois que nous sommes à un moment où nous avons besoin et de courage et de vérité. Et ce n'est pas son élection qui est en cause, c'est celle des députés, de la nouvelle majorité dont il a besoin. Et je souhaite qu'il dise clairement les choses, même si les temps sont difficiles, ce que nous venons de voir et ce qui est vrai. Et une autre éventuelle intervention, disons, plus musclée du président avant le premier tour? Encore une fois, tous ses prédécesseurs l'ont fait. Il est normal qu'ayant lui-même souhaité la dissolution, ayant pris cette décision, il en explique les enjeux devant nos compatriotes. Et donc, mon sentiment est qu'il le fera, certainement une nouvelle fois, et qu'il montrera les perspectives qui s'offrent à nous. Il y a une véritable alternative devant nous, un projet ou un autre. Une perspective ou une autre. Et je pense qu'il faut que les Français soient éclairés. C'est vrai dans cette campagne qu'il y a une certaine hésitation de nos compatriotes. C'est tout à fait vrai. Incrédulité à gauche, interrogation à droite. C'est vrai. Incrédulité sur un projet que vous connaissez, qui est très artificiel, et questions à droite que nous entendons dans tous les déplacements que nous faisons. Et il faut que nous répondions à ces questions avec encore une fois, courage et vérité. Alors justement, je reviens sur l'incrédulité, parce que le président appelle tous les Français à un nouvel élan au moment où on dit que la majorité, effectivement, patine, que la campagne n'embraye pas vraiment. Pourquoi? Moi, je crois qu'il faut que nous disions avec beaucoup de clarté ce qui va se passer au lendemain de cette élection. Et je voudrais le résumer sous 2 termes qui me semblent justes. Nouvelle croissance et nouvelle démocratie. Nouvelle croissance, c'est le résultat des 4 années d'efforts que nous venons de fournir. Pendant 4 ans, on a remis la France en état. C'est ce qu'on appelle maintenant dans le monde médical une remise en forme. Et maintenant, donc, on a une perspective réelle, tous les instituts concordent, à peu près autour de 3% de croissance en 98. Avec de la croissance, on peut tout faire. Et sans mentir, avec de la croissance, on a de l'emploi. Avec de la croissance, on a des PME qui s'en sortent. Avec de la croissance, on a de l'exportation et on a du pouvoir d'achat, donc on peut distribuer. Et nouvelle démocratie, parce que je crois que les Français attendent que notre pays se réforme lui-même. Réforme de l'État, limitation du cumul des mandats, place des femmes dans la vie publique. Moi, je dis quinquennat. J'ai dit un certain nombre de choses dans cette campagne que l'UDF porte depuis de nombreuses années. Je crois qu'il faut qu'on le dise également, notamment pour les plus jeunes d'entre nous qui se sont écartés de la vie politique, qui ne nous écoutent plus.
c'est malheureusement une réalité. Donc il faut que nous donnions les deux termes, nouvelle croissance, nouvelle démocratie. Bruno Mazir, vous allusion au sondage Sofres tout à l'heure, qui est assez sévère sur le bilan des 2 ans. Qu'est-ce qui a manqué, selon vous, pendant ces 2 années? Parce que vous avez été critique quand même, vous aussi, pendant cette période. Oui, vous savez que je souhaitais la dissolution depuis un certain nombre de mois, mais je pense que, comment dire, on peut être impopulaire en disant des choses justes. Toute l'histoire de notre pays est marquée de cette réalité. On peut être impopulaire, on peut ne pas être entendu alors qu'on dit des choses justes. Ça a été le cas de plusieurs personnalités politiques courageuses dans le passé. Je pense à Raymond Barre, je pense à d'autres personnes dont on savait qu'ils disaient la vérité, mais qu'ils n'étaient pas écoutés par les Français. C'est probablement ce qui arrive au président de la République. Et je souhaite pour ma part qu'il puisse disposer, en tout cas ça sera le cas de l'UDF, d'une majorité derrière lui. Il faut aider le président. C'est le thème que je développerai. Il faut aider le président. C'est une période difficile. Nous allons l'aider. Nous allons essayer de diffuser son message. Nous allons essayer de faire en sorte que les Français reprennent confiance en eux-mêmes, ce qui, je crois, est indispensable dans les compétitions à venir. Est-ce que vous souhaitez, après bien sûr une victoire de l'actuelle majorité, une équipe ministérielle totalement renouvelée? Je crois que c'est l'occasion. C'est l'occasion. On ne peut pas prendre cette décision et qu'il n'y ait pas ensuite des conséquences. C'en est une équipe d'ailleurs réduite à mon sens, et avec un certain nombre de visages nouveaux et d'attitudes nouvelles. Je pense que dans les 40 jours qu'évoquait Alain Juppé récemment, c'est-à-dire avant le 14 juillet, un certain nombre de mesures peuvent être prises. Et puis je crois aussi qu'il faut remettre tout cela en perspective. Nous avons devant nous des questions très fortes sur l'Europe. La gauche est incapable d'y répondre. Il faut le dire avec beaucoup de force, incapable d'y répondre. Et notamment parce que les communistes sont hostiles à l'Europe. Ils ne sont pas hostiles à l'euro, ils sont hostiles à l'Europe. Et donc il faut bien savoir que tous les Français qui souhaitent une Europe prospère, construite, puissante, n'aille pas dans cette direction, c'est une imposture. Mais vous ne trouvez pas qu'on est un peu dans une campagne un peu archaïque, quoi? C'est-à-dire qu'on est reparti bloc contre bloc. Les Français ont l'impression d'entendre un peu le même ronron depuis un certain nombre d'années. Si on le fait d'abord avec une certaine tolérance, moi j'écoute ce que disent les autres. Quand on combat l'idée des 700 000 emplois publics, c'est que parce qu'ils sont financés par l'impôt. C'est pas être intolérant que de combattre une idée aussi comment dire, ringarde que celle-là. C'est pas de l'intolérance. On essaie d'éclairer le choix des Français. Quand on entend parler de 35 heures payées 40 ou 39, là aussi on sait très bien ce que ça coûte pour les petites entreprises. Donc on le dit, il faut le dire. Et je crois que ce débat, ça honore la démocratie, ça honore nos compatriotes. C'est pas insulter les gens, ni insulter l'avenir. Je pense qu'il faut dire, il faut donner les orientations et les perspectives. Nous essayons de le faire sans raconter d'histoire. Vous savez, l'idée des 700 000 emplois, c'est l'idée, moi je l'ai encore dans l'oreille, je créerai 1 million d'emplois dans l'année qui vient. Qui disait ça? François Mitterrand. Alors maintenant on enlève 300 000, on dit je créerai 700 000 emplois dans l'année qui vient. C'est pas sérieux, les Français n'y croient pas. Et je ne crois pas que ça soit honorer la démocratie que de dire cela. Donc je pense qu'il y a un débat, on l'a avec Jospin, on l'a avec les autres, et à mon avis, il est bon pour la France. C'était nécessaire cette décision. Il fallait que les Français votent, il fallait qu'ils s'expriment, il fallait qu'ils écoutent, il fallait qu'ils posent des questions. Et voilà, maintenant, moi je suis très confiant quant aux résultats. Très très confiant. Je vois mal notre pays, le seul en Europe, s'orienter dans cette direction qu'évoque aujourd'hui l'alliance de Jospin et de M. Hu. Merci beaucoup François Letard d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction de France 2. Point final sur cette campagne pour ce soir avec ce tout petit clin d'œil. La candidature en Saône-et-Loire, là où se trouve la fameuse roche de Solutré, d'une candidate d'hiver gauche nommée Françoise Mitterrand, sans aucune parenté avec l'ancien président. Autre information, le tribunal administratif de Nantes a ordonné aujourd'hui un sursis à exécution pour les travaux de remblaiement que devait effectuer EDF en vue d'une éventuelle implantation d'une centrale électrique dans l'estuaire de la Loire. 8 alpinistes français viennent de conquérir l'Everest virtuellement. L'expérience s'est déroulée à Marseille, dans un caisson à l'altitude de Simulé du toit du monde, 8748 mètres. But de la manœuvre, tester les effets du mal des montagnes. Reportage Yannick Aroussi, Jean-François Giorgetti. Des cris de joie, des airs un peu hébétés, des sourires ravis et une furieuse envie de se dégourdir les jambes dans un monde bien réel. Ça fait drôle, ça fait du bien. C'est vrai, t'as plein de trucs qui arrivent, quoi. Les odeurs et tout, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Retour sur Terre après 32 jours de voyage immobile vers l'altitude de l'Everest. Là, j'aimerais bien tout de suite mettre mes chaussures, mes crampons et puis partir faire la façade de l'Everest. Ça, c'est vraiment... ça, c'est le grand regret. Bon, on fera ça l'année prochaine. Eh bien, vous êtes arrivé au sommet pour la 3e fois. Sommet virtuel, 8848 mètres. Mais altitude bien réelle. L'expérience vise à étudier les effets du manque d'oxygène, le mal des montagnes qui peut entraîner des accidents comme celui de Guillaume à 8848 mètres. Je pouvais plus parler. Tu pouvais écrire? Non, on n'a pas essayé, mais j'étais tout à fait conscient de ce que j'avais. Mais je pouvais plus... Je pouvais parler, mais difficilement. Ça a duré 2-3 minutes.
commençais à avoir du mal à avaler, on a mis l'oxygène, ça s'est tout arrêté. C'est l'un des avantages du travail en caisson, on peut faire varier l'altitude très vite. L'inconvénient, c'est le confinement et la promiscuité, mais les 8 cobayes avaient été soigneusement choisis pour leur bon caractère. On a subi des tests psychologiques qui pour une fois étaient bien, ont été efficaces puisque justement ça s'est très bien passé. Les altinotes ont terminé, mais pour les scientifiques, le travail va se poursuivre pendant plusieurs mois. C'est dur. Le 50e Festival de Cannes s'ouvre demain soir. Le jury est présidé cette année par Isabelle Adjani, que nous retrouverons dans un instant. Tous les grands palaces de la Croisette rivalisent pour accueillir les stars et celles-ci quelquefois usent ou abusent. Reportage de nos envoyés spéciaux Nicolas Vinclair et Jean-Louis Normandin sur les caprices des dieux de la pellicule. Ici, ce n'est même plus la piste aux étoiles, il y a tellement de stars attendues que tout cela prend des airs de voie lactée. Isabelle Adjani, Kim Basinger, Johnny Depp, Milos Forman, Kevin Spacey, Michel Serrault, Nicole Cornu-Langlois, Stallone avec un point d'interrogation et Elton John avec de drôles de lunettes. Bienvenue au Carlton. Ils ont à peine franchi le seuil du palace qu'on connaît déjà leurs moindres caprices. Tout est dans l'ordinateur classé top secret. Le programme porte un joli nom de code, désir de star. Mais du désir au caprice franchement et au dio. Il n'y a qu'un pas. Il y a une personne qui vient des États-Unis, toujours pendant le festival, et qui veut absolument qu'on fasse ouvrir le centre de fitness à 5h du matin, parce que c'est une personne qui fait son jogging de 5h à 6h. Donc c'est ça, je ne peux pas vous dévoiler, je ne suis pas trop d'accord. Par contre, on a Clint Eastwood aussi qui se déplace toujours avec ses 2 petits Yorkshire, qu'il faut sortir 3 fois par jour, toujours aux mêmes heures. Il faut prévoir une dame de compagnie pour les Yorkshire pour pouvoir sortir le Yorkshire. Bref, ici, même les toutous ont du mal à avoir une vraie vie de chien. Allez, vous êtes prêts? On s'invite à l'étage. Là, qu'est-ce qui se passe? Problème de clés. On essaie de rentrer chez qui? Kim Basinger. Ben, il faut 9 clés et demie pour rentrer chez Kim Basinger. 9 clés et demie plus tard, donc, vous voici dans ses appartements. Et quand on sait que Kim Basinger y habite, on a plus facilement des idées dans la suite que de la suite dans les idées. Sur le bureau. Ici, dernier préparatif pour Michael Jackson. D'accord. Et le tableau, on va remplacer celui-ci par celui qui va nous être envoyé demain des États-Unis. Très bien. Le luxe et ses détails qui tuent. 4 robinets, un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide, un pour l'eau tiède, un pour l'eau très tiède. L'addition, elle, reste bouillante. Cette suite fait 16 000 francs l'année. 16 000 francs, c'est le prix que paiera Michael Jackson ou sa production. C'est pas la plus chère? Non, ce n'est pas la plus chère. La plus chère est à combien? 45 000 francs. 45 000 francs auxquels vous ajouterez une taxe de séjour de 7 francs, mais pour les 7 francs, ça devrait le faire. Un grand hôtel en période de festival, c'est une vraie usine. Tenez, rien que les draps, napperons et serviettes, on en blanchit 12 tonnes par jour. C'est que ça coûte une fortune d'accueillir tout ce beau linge. Tout ce qui fait notre réputation pendant le festival du film se mesure au nombre de stars qu'on est capable d'accueillir. Il y a une petite lutte tout à fait amicale entre les différents hôtels de Cannes pour avoir le maximum de vedettes dans l'hôtel, c'est clair. Si vous rêvez de côtoyer les stars, trop tard, le palace affiche complet. Il vous restera les starlettes pour vous en consoler. Toi. Le magazine américain Time l'a comparé à Greta Garbo pour la flamme, à Marlène Dietrich pour le mystère et Ingrid Bergman pour la vulnérabilité. Isabelle Adjani est la 8e femme à présider le jury en 50 ans de festival. Pascal Deschamps et Jean-Louis Melin ont eu le privilège de rencontrer Madame la Présidente qui sera condamnée au silence à partir de demain. Elle a délaissé ses atours royaux pour revêtir l'habit présidentiel. Venue il y a 3 ans présenter la reine Margot, Isabelle Adjani a accepté de présider aux attentes et aux rêves de tous ceux qui vont vivre pendant 12 jours au rythme d'un projecteur. Un honneur, certes, un plaisir, sûrement, car Isabelle Adjani est soulagée, heureuse même de ne plus subir les pressions de la compétition. Très heureuse d'être ici dans un calme complet. C'est le contraire d'une présence qui consiste à venir présenter son film à soi, à être en compétition, à vivre dans un suspense, est-ce que les gens vont aimer, ne pas aimer. Là, ça ne me concerne plus. Je suis là pour regarder des films, pour rencontrer des gens, pour partager des coups de foudre, j'espère, pour apprécier le travail de gens créatifs du monde entier. Et c'est une vraie réjouissance. Ça n'a que des avantages. Gilles Jacob, vous l'avez déjà proposé, et puis vous aviez dit non il y a quelques années. Alors qu'est-ce qui fait que cette année vous avez dit bon allez... C'est comme pour la comète, je me suis dit ça ne passera plus avant, avant le 100e, donc d'ici là on sera tous ailleurs, enfin moi en tout cas, dans un autre domaine, et
Et avant, c'était trop tôt. C'est pas que ce soit le bon moment, c'est jamais c'est toujours un peu intimidant d'accepter une charge pareille. J'ai crevé. Ça vous dérangerait de vous reculer un peu? Je me suis dit que si vous réparez les autos, vous réparez aussi les vélos, non? C'est marrant, ça. Vous allez vous salir. L'histoire d'Isabelle Adjani à Cannes, une histoire d'amour avec ses excès parfois, mais dont on retiendra avant tout ces images, parce qu'après tout c'est pour nous les offrir qu'elle est venue à plusieurs reprises. Avec L'été meurtrier, avec La Reine Margot et avec Possession, c'était en 1981. Un de ses rôles les plus marquants qui lui vaudra avec Quartet, présenté la même année, une double récompense. Prix d'interprétation féminine, Isabelle Adjani. Ce sont des souvenirs forts, toujours, qu'ils soient bons, qu'ils soient moins bons. On a tous au moins un mauvais souvenir de Cannes, quand on y est passé plusieurs fois. Mais ce ne sont jamais des souvenirs anodins, anecdotiques. C'est tout de même la présence d'une foule, d'un public qui veut aimer ses stars, quoi que ça représente aujourd'hui à notre époque, qui veut les voir monter les marches d'un lieu qui est une salle de cinéma, mais qu'on appelle tout de même un palais. Donc ce sont un peu des royautés dans leur imaginaire. Et c'est le lieu aussi, bon, c'est moins fort qu'avant, où on aime un film et on le montre avec passion, où on n'aime pas un film et on le montre également avec passion. Justement, vous allez être donc la présidente d'une petite république là, qui s'étend sur quelques centaines de mètres carrés, même pas, enfin pas plus. Est-ce que vous êtes tiraillée entre le sentiment du dérisoire, un peu de ça, et en même temps par le sentiment que quelque chose d'important quand même va avoir lieu, qu'il y a un enjeu? C'est vrai qu'il est facile de voir uniquement le côté brillant et artificiel du monde du cinéma dans sa représentation à Cannes. Mais c'est un lieu réel de rencontre, un lieu de transmission de connaissances, un lieu d'échange entre des êtres et des œuvres qui sont de cultures différentes et parfois opposées. Et c'est un lieu où la démocratie au sens noble, c'est-à-dire où chaque pensée, chaque liberté doit pouvoir s'exprimer. Et c'est bien pour cela que cette année, par exemple, il y a eu des embargos sur le film iranien, sur le film chinois. Et ça montre bien que le cinéma n'est pas une petite affaire dans le monde. Elle sera une présidente matinale, responsable et ferme, prête à perpétuer la tradition cannoise, faire partager la passion d'un certain cinéma fait d'émotion et d'intelligence. La palme du 50e, la palme d'Isabelle Adjani devra répondre à ces exigences. Rendez-vous le 18 mai. Après le boulot et avant le dodo, métro, Subway, Isabelle Adjani, toujours elle, sur France 2 tout à l'heure à 23h05 et le 18 mai pour une première diffusion sur une chaîne de télévision non cryptée de La Reine Margot. Demain, invité du journal de 20h en direct de Cannes, Luc Besson et Bruce Willis, le principal interprète du 5e élément, le film présenté en ouverture du 50e festival. Dans un instant, Sophie Marceau avec La Boum 2, dernier journal vers minuit 40, Philippe Lefebvre. Demain, dans les 4 vérités à 7h50, Gérard Leclerc recevra Jean-Louis Debray, le ministre de l'Intérieur. Bonne fête aux prudences. Dans un instant, la météo, Nathalie Rouet avec encore au programme de la pluie et des averses orageuses. Demain à 13h, Patrick Chen. Excellente soirée, merci, à demain.